J'ai quelques flashs effectivement sur ma phase de réveil où il y a un sentiment très angoissant parce que je suis en réanimation. J'ai un respirateur qui me fait respirer. J'ai une sonde nasogastrique. Je suis branché de partout. Je suis en pleine nuit. Forcément, c'est une angoisse terrible. Et puis, t'as pas tes proches, t'as personne autour de toi, t'as personne aussi pour t'indiquer ce qui est en train de se passer. Salut, je m'appelle Martin Petit, j'ai 33 ans, je suis créateur de contenu et aujourd'hui je viens de vous parler de mon livre Va là où tu as peur. Alors effectivement là ça se voit pas parce que je suis confortablement assis dans mon petit siège pour l'interview. Habituellement je troque ça contre autre chose parce que je suis majoritairement assis sur un fauteuil roulant. Donc là on le voit pas effectivement à la caméra, mais je vis avec un handicap au quotidien. Avant l'accident, j'étais en master à Nice en management du sport à l'IAE. J'avais une vie plutôt simple qui était orientée autour du sport que je pratiquais quotidiennement. J'avais une moto, je faisais de la guitare, j'avais ma copine de l'époque. Et c'est vrai que j'ai eu cet accident juste avant la rentrée de mon master 2. Et j'avais une vie plutôt simple et je ne savais pas trop en réalité où est-ce que je voulais aller, si ce n'est que je voulais travailler dans un environnement plutôt en lien avec le sport. En août 2017, donc j'étais en vacances chez mon père dans les Landes et à cette époque, je me suis séparé de la personne avec qui j'étais. J'avais besoin d'aller me changer un petit peu les idées, donc mon père il est du côté plus Mont-de-Marsan, donc plus dans les terres, dans les Landes. Et je décide d'aller rejoindre des copains du côté de Seignos. Et en fait, voilà, je voulais juste me changer les idées. Et donc j'arrive un dimanche soir, on passe la soirée ensemble, etc. Le lendemain matin, on profite de la plage, etc. Enfin bref, ça dure vraiment toute la journée. Donc bon, journée d'été, il fait beau, il fait chaud, tu profites, tu te baignes, etc. Les discussions avec les copains. Et le moment en fait où j'ai eu l'accident, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident de plongeon. Donc j'ai vraiment plongé juste de ma simple hauteur. J'ai tapé la tête parce qu'il n'y avait pas suffisamment de profondeur dans l'eau et je me brise une cervicale, la 5e, et à ce moment-là je manque de me noyer, j'ai un copain qui me sort de l'eau et en fait cet accident je me l'explique parce que une heure avant je me suis baigné 45 minutes, une heure avant je me suis baigné à 50-100 mètres plus loin et c'est vrai que je faisais 3 pas et il y avait du fond d'un coup au niveau du poitrail. Donc l'endroit où j'ai plongé, pour moi, il y avait le même niveau de profondeur. Et comme je le disais, je manque de me noyer. À ce moment-là, il y a un médecin qui est sur la plage en vacances, un monsieur qui s'appelle Pierre. Je ne l'ai jamais retrouvé, donc peut-être que ça sera l'occasion à force de répéter l'exercice médiatique. Mais c'est vrai que à ce moment-là, il m'ausculte, il m'explique que ça peut être lié à un choc médulaire, donc ça peut être entre guillemets le fait que je puisse plus bouger le corps, c'est lié au choc à ce moment-là. Et j'ai jamais su s'il m'avait dit ça pour pas que je panique ou si lui avait pris la mesure de ce qui était en train de se passer. Avec le temps et en refaisant un peu le puzzle, je pense qu'il avait compris, mais que pour éviter qu'on aggrave la situation, que je me mette à paniquer et de bouger ce que je pouvais bouger à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment que la tête, et pour éviter d'endommager en fait la cervicale qui était brisée en 1000 morceaux à l'intérieur et qui était en train d'appuyer sur la moelle épinière. Je pense qu'il a fait en sorte que voilà, je panique pas en tout cas le moins possible. Et après, ce qui s'est passé, j'ai un hélicoptère qui a atterri sur la plage, on m'a héliporté à l'hôpital de Bayonne. J'ai été opéré pendant 7 heures, donc ils ont retiré vraiment bout par bout la cervicale qui apparemment était explosée vraiment en 1000 morceaux. Et c'est surtout, il faut le faire assez rapidement en général, en tout cas pour maximiser les chances de la récupération sur la suite, parce qu'on va venir décomprimer la moelle épinière. Et plus on le fait rapidement, et mieux c'est pour la suite de la convalescence, on va dire. Alors déjà, il faut savoir que ça fait 8 ans, donc les souvenirs s'estompent. Les heures qui précèdent l'opération, du moment où j'atterris à l'hôpital au moment de l'opération, j'ai quelques flashs de l'IRM, parce que tu entends des gros bruits. J'ai une anecdote assez drôle
où effectivement la personne qui m'opère, j'ai l'impression qu'il ressemble à mon père. C'est un monsieur noir qui était grand, les doigts fins, et mon père est quelqu'un de plutôt trapu, costaud. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'une figure un petit peu rassurante. Je me revois sur la plage en panique. Après, avec les réseaux sociaux, le fait que je sois un petit peu dessus, etc., il y a des gens qui étaient là aussi quand je suis arrivé à l'hôpital, notamment des infirmières des urgences, etc. Donc j'ai pu me refaire un peu le puzzle parce qu'elles m'ont envoyé des messages. Et apparemment, je hurlais dans le service, je répétais que je voulais pas finir tétraplégique, etc. Et ça, moi, je m'en souviens pas du tout pour le coup. Je me souviens pas réellement la manière dont j'ai réagi, parce que je pense que j'avais déjà, dans cet état de conscience qui était un peu brumeux, compris qu'il se passait des choses et que c'était compliqué. J'ai quelques flashs effectivement sur ma phase de réveil où il y a un sentiment très angoissant parce que je suis en réanimation, j'ai un respirateur qui me fait respirer. J'ai une sonde nasogastrique, je suis branché de partout, je suis en pleine nuit, forcément c'est une angoisse terrible. Et puis t'as pas tes proches, t'as personne autour de toi, t'as personne aussi pour t'indiquer ce qui est en train de se passer. Et l'anecdote que je raconte souvent, c'est que je vois un petit bouton rouge et je capte que c'est le bouton pour appeler le personnel et je me vois appuyer, appuyer, appuyer. Et en fait, à ce moment-là, c'était mon moyen à moi de me rassurer parce que y avait un être humain qui rentrait dans la chambre à ce moment-là. Et après, je ne peux pas te dire concrètement quand est-ce que j'ai eu l'annonce, mais quelques jours après, il y a une interne qui est venue pour m'expliquer un petit peu plus en détail ce qui était en train de m'arriver. Après, j'avais conscience quand même qu'il se passait, que j'avais une tétraplégie. Moi, j'ai une tétraplégie au niveau C6-C7. Souvent, on associe la tétraplégie au film Intouchable, où c'est une personne qui va bouger vraiment que la tête. Et en fait, sur la moelle épinière, il faut imaginer qu'il y a plusieurs niveaux et en fonction de l'atteinte, elle va être plus ou moins importante. Il y a 31 paires de nerfs rachidiens sur la moelle épinière. Donc, on imagine que tu as 31 niveaux. Les 8 premiers niveaux, c'est de la tétraplégie. Moi, je suis C6-C7. Pour faire simple et pour ne pas être barbant, moi, je suis paralysé donc, des pectoraux jusqu'aux doigts de pied. L'atteinte de mes 4 pans, elle est caractérisée parce que je n'ai pas l'usage des doigts et j'ai les triceps qui sont touchés. Et après, il me reste les biceps, les épaules, un petit peu le haut du dos et c'est ce qui me permet d'être autonome. Et je te parle de ça parce que souvent, les tétraplégies incomplètes, on a des chances de récupération. Donc complète, en fait, ta moelle épinière, elle a été violemment sectionnée ou violemment comprimée, auquel cas tu n'as ni contrôle moteur, ni retour sensitif, donc tu ne sens pas ton corps. Et en fait, moi, dès le départ, ma tétraplégie incomplète, elle est caractérisée par le fait que je sens tout mon corps. Donc moi, je sens quand ma jambe elle est posée sur mon genou comme elle est là. Et pareil, j'ai le côté proprioceptif. Donc en fait, je sens mon corps en fait dans l'espace. Par contre, je ne sens pas le chaud, le froid et la douleur à partir de mon niveau de lésion. Donc grosso modo, des pectoraux jusqu'aux doigts de pied, tu me mets de l'eau chaude ou froide, je ne vais pas sentir la différence. Donc c'est très bizarre pour les gens qui ne le vivent pas, mais je vais sentir les gouttes d'eau ou le jet d'eau dans la douche, mais je ne vais pas sentir la température de l'eau, donc c'est un peu bizarre. Et souvent, les tétraplégies incomplètes, comme moi, statistiquement, tu as des chances potentielles de récupération. Et c'est vrai que c'est une idée à laquelle je me suis beaucoup attaché initialement, parce que je me suis dit, ok, dans ces moments-là, tu te galvanises de beaucoup de choses. Et c'est vrai que je me suis dit, ok, ça m'est arrivé à moi, c'est qu'il y a une raison et on va mettre toutes les chances de son côté pour que je puisse récupérer au maximum. Et bon, en l'occurrence, j'ai eu le contre-coup quelques mois après parce que ce n'était pas le cas. On parle souvent de lésions de la moelle épinière, on nous voit souvent assis dans un fauteuil roulant. Et en fait, il y a plein de troubles associés à nos pathologies, à ce traumatisme qu'on a eu sur notre moelle épinière qui va régir tout un tas de fonctions qui ne sont pas que moteurs. Et la spasticité en fait partie. Tu as plusieurs choses, tu vois, on peut être sujet à des hypotensions, on a des troubles vésico-sphinctériens, donc on va se sonder pour aller aux toilettes. On va avoir donc de la spasticité qui va... En fait, c'est lié à ce qu'on appelle un réflexe myotatique. En fait, ta moelle épinière, ton cerveau ne va pas inhiber certaines informations. Et quand tu vas bouger un muscle, tu vas créer un espèce d'arc anarchique dans ton corps.
et tes jambes vont se mettre à bouger toutes seules. La spasticité, elle peut être très gênante, elle peut être aussi perturbante et te mettre en danger, notamment sur des transferts. Là, par exemple, le moment où je vous parle, tout à l'heure, je suis passé de mon fauteuil roulant pour me mettre dans ce fauteuil qui est sous mes fesses. Si je sais pas, ta jambe se met à bouger, que tu n'as plus le point d'appui, ça peut être dangereux pour une personne qui a des spasmes qui sont exacerbés. Moi, c'est mon cas. Mais là où je le sers à mon avantage, c'est que je te disais juste avant que j'ai tout le côté proprioceptif. Donc en fait, je suis en mesure d'exploiter mes spasmes à mon avantage, où finalement, quand je sens mes muscles qui se contractent et quand je sens mon pied au sol, je peux m'en servir finalement pour faire pivot et rendre mes transferts plus faciles. Et sachant que on se transfère pour aller, je sais pas, j'ai un véhicule que je conduis, donc pour me transférer du fauteuil au véhicule, de mon fauteuil au fauteuil de douche, ou comme là, où je suis en train de le faire actuellement, pour une interview où j'ai besoin de passer de mon fauteuil roulant à un siège où je suis confortablement assis. Après un accident de ce registre-là, c'est un cataclysme, c'est un marasme dans une vie, donc forcément, il y a beaucoup d'informations qu'il va falloir ingérer et comprendre plein de choses. Ça va être un process qui va être très long. Après, j'ai eu la chance d'être bien accompagné dans un super hôpital à Bayonne. Je me souviens aussi d'un médecin rééducateur, Dr Béguet, qui a eu les bons mots. Je pense qu'il avait cette capacité aussi à se saisir de la personne qu'il avait en face de lui. Et il m'a donné, je pense, des outils, des pistes de réflexion pour avancer. C'est vrai qu'à ce moment-là, tu t'en remets beaucoup au corps médical parce qu'il y a tellement d'informations que tu ne sais pas par quel bout commencer. Et en fait, de toute manière, j'ai envie de te dire, tu prends les choses étape par étape. La première étape, c'était qu'on m'extube. Donc, je suis resté 11 jours intubé. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de très angoissant pour moi, cette période. Et je te dis ça parce qu'il faut prendre les choses étape par étape. Il faut imaginer que c'est un respirateur qui gonfle tes poumons, qui les dégonfle. Donc forcément, quand tu es conscient, il y a un truc qui est très, très chelou là-dedans. Et en fait, la première épreuve, c'était qu'on m'extube, de savoir si j'allais être en mesure aussi de pouvoir respirer tout seul. On avait peur de ça parce qu'on ne savait pas encore en mesure, à quel niveau de lésion j'étais vraisemblablement touché. Et puis en fait, c'est en fonction, j'ai le releveur du poignet, j'ai les biceps, j'ai les épaules. Et en fait, on savait que c'était une lésion qui était potentiellement en dessous de ce qui régit la fonction du diaphragme. Donc a priori, j'allais pouvoir respirer normalement comme je le fais là. Il faut que tu remanges un petit peu normalement parce que pareil, on t'a nourri avec une sonde nasogastrique. Donc tu vois, il faut s'assurer que les fonctions du corps humain, entre guillemets, tous les feux sont au vert pour passer à l'étape d'après. Et c'est vrai que, tu vois, c'est une anecdote aussi que je raconte souvent. Je suis allongé pendant 3 semaines en réanimation, 11 jours intubé. À ce moment-là, donc, j'étais pas nourri les 15 premiers jours, grosso modo, avec de la nourriture solide, etc. Et l'inactivité physique, le fait de ne pas mettre ton squelette en contrainte avec la pesanteur, le fait de marcher, de solliciter tes muscles, j'ai perdu 10 kilos. Et c'est vrai que moi qui étais très sportif, je faisais 1m80, je le fais toujours, mais ça se voit moins depuis que je suis assis. Et c'est vrai que quand tu fais 1m80, 76 kg, je faisais beaucoup de sport, donc j'étais vraiment, j'avais un corps athlétique. Ils te pèsent, ils te mettent dans un espèce de filet qui te soulève. Et là, en fait, je vois afficher le chiffre 66. Et là, je t'avoue que quand tu te dis que tu as perdu 10 kilos en 3 semaines, ça m'a fait un truc un peu bizarre. Alors depuis, je me suis un peu réemplumé. J'ai pas repris en muscle parce que ils sont paralysés. Mais c'est vrai que ça a été des moments pareil, qui t'angoissent parce que tu te dis tout ce que tu avais construit jusque-là, tout ton corps que tu t'étais bâti par le sport, etc., ça s'était envolé. C'est ton château de cartes qui s'effondre, quoi. Enfin, il y a forcément ta famille, c'est le premier bastion qui est là pour t'accompagner dans ces moments-là. Et encore que, j'ai envie de te dire, il y a ta famille, il y a tes amis qui défilaient dans le service de réanimation à Bayonne, mais il y a aussi en réalité les gens que tu côtoies le plus à ce moment-là. Il faut savoir qu'on a le droit à 2 heures de visite à raison de, je crois, 2 ou 3 personnes dans ta chambre. Donc tu vois, ça fait quand même pas grand monde
sur un laps de temps qui est quand même très restreint. Et le reste du temps, bah, tu es avec les équipes soignantes. Moi, je leur dois beaucoup et c'est aussi pour ça que je leur rends hommage, c'est qu'on ne les valorise pas assez dans la société et j'en parle dans le livre. Hein. C'est vrai qu'il y avait un binôme, Amandine et Anne-Laure. Bah, Anne-Laure, quand elle sortait de la chambre, elle me caressait un peu la main. Et je dis ça aux soignants qui nous écoutent, c'est que un simple geste, il peut avoir une résonance énorme. Et la preuve, c'est que je suis là à en parler en interview 8 ans plus tard, j'en parle dans mon livre. Et puis après, bon, viendra plus tard les réseaux sociaux qui ont donné beaucoup de sens, qui ont été une caisse de résonance pour moi et qui ont été aussi, je pense, une thérapie dans un contexte où je suis enfermé entre quatre murs, dans un centre de rééducation, que j'ai besoin d'exutoire, que mon exutoire à ce moment-là, c'est de poser des mots sur ce que je traverse. Ouais, de manière assez honnête, je pense que c'était plus facile pour moi de me livrer sur mon téléphone et que ça soit la vue de peut-être de centaines et voire des milliers de personnes que de parler de mes affres, tu vois, en direct avec un psychologue ou avec ma famille, où forcément tu as un sentiment de culpabilité dans ton accident, où tu as le sentiment de... Bah, enfin, c'est pas un sentiment, tu emmènes les gens qui te sont proches avec toi dans un peu des choses un peu sombres. Et bah, j'avais pas, pour les préserver, je pense que c'était aussi un moyen pour moi de dire des choses par ce prisme-là. Et là où ça a été trop cool, c'est que ça a été trop bien accueilli par plein de personnes. Et en fait, bah, tu as plein de gens qui t'envoient des messages, qui te soutiennent. Donc tu as une force, tu as quelque chose qui est très galvanisant là-dedans. Et puis c'est pareil, dans toutes ces personnes qui m'ont découvert via les réseaux progressivement, bah, j'ai des gens qui avaient traversé les mêmes choses que moi des années auparavant. Et en fait, ces gens-là t'apportent des réponses aux questions que tu te poses. Et c'est aussi voilà, dans cette continuité, dans ce continuum que j'ai investi les réseaux, c'est que je me rends compte que bah, ça peut aider des personnes, au-delà même du handicap parfois, parce qu'on vit tous des fracas dans nos vies. Il faut prendre les choses étape par étape, ce que je disais, hein, ça va de la survie à la rééducation, aux chances de récupération, etc. Mon objectif, c'était de repartir du centre en marchant. Bon, en l'occurrence, je suis reparti en roulant, mais et en fait, j'ai eu le contre-coup 6 mois après, bah, parce que je me rendais compte que la récupération où j'en ai eu un petit peu, et c'est aussi pour ça que je parlais de tétraplégie incomplète tout à l'heure, c'est que je me suis vu bouger un petit peu mon orteil, bouger un petit peu, contracter des muscles de la cuisse, récupérer un tout petit mouvement dans le pouce. Et en fait, tu te raccroches à ça. J'ai lu le livre de Grand Corps Malade qui dit qu'il bouge le doigt de pied, donc tu te dis ouais, c'est mon tour, ça m'est arrivé à moi, et en fait, je vais repartir du centre en marchant. Et c'est vrai que bah, les résultats escomptés, ils n'étaient pas à la hauteur de l'idéal que tu t'étais mis en tête. Ce qui s'est passé, c'est que au gré des discussions avec mon médecin rééducateur, docteur Gossens, à ce moment-là, il me parlait qu'il fallait que je reprenne mes études et tout. À ce moment-là, j'avais envie de te dire flemme de ouf, ma vie elle a plus aucun sens, j'étais hyper triste. Et en fait, ça a quand même fait son chemin dans ma tête. Mais non, j'ai repostulé pour un master en marketing à l'IAE de Bordeaux, donc qui était la même école que celle que j'avais fait à Nice. J'avais mon directeur de master 1, David Duron, qui m'avait fait une lettre de recommandation, donc je pense que ça avait joué en ma faveur. Et puis je m'étais donné les moyens. Et d'ailleurs, une anecdote que je raconte, et je pense que je l'ai racontée nulle part, c'est que on me demande une lettre manuscrite de motivation pour le master. Ben, tu vois, la détermination, elle était déjà peut-être un petit peu là. C'est que j'ai mis 1 heure et demie à rédiger ma lettre manuscrite pour postuler au master. Et ça, je pense qu'ils ne le savent même pas. Tout ça pour dire que c'était une étape parmi tant d'autres, parce qu'effectivement, j'ai postulé à ce master. J'ai eu la chance d'être pris parce que voilà, j'ai mis les chances de mon côté aussi. Après, la véritable violence, et même si le mot est un peu fort dit comme ça, c'est que tu vas te confronter aux écueils de ce que c'est que d'être en fauteuil et la réalité que d'être en fauteuil. Disons que quand tu es en centre de rééducation, tu es avec des soignants, du personnel soignant, des gens qui traversent les mêmes difficultés que toi au même instant. Et en fait, tu as une espèce de cocon qui se crée, tu es hyper materné. Et ouais, la véritable violence, c'est quand tu sors du centre de rééducation, parce que tu te confrontes au regard des autres, tu te confrontes aux difficultés d'accessibilité. Il y a un truc que je donne souvent comme
Comme exemple, moi, mes premières difficultés, mes premières peurs, c'était juste prendre le tramway. Parce que j'avais le sentiment que tout le monde me regardait, donc tu avais ce regard qui te pèse sur toi. Mais en fait, au fil des années, tu te rends compte que c'est plus le regard que tu poses sur toi-même et tu apprends en fait à, à être moins dans le comparatif de ta vie d'avant. C'est ta nouvelle réalité, ton cerveau il s'est reprogrammé au fil des années. Et maintenant, quand je vois que je suis capable d'aller au Portugal avec mon van en autonomie, que je suis capable d'être à Paris avec ma petite trottinette électrique, de rentrer tard le soir et tout, bah, je me dis qu'il y a eu deux chemins de fait. Et c'est aussi ça le message, tu vois, c'est de rassurer aussi potentiellement des gens qui traverseraient les mêmes difficultés et de leur inviter à réfléchir, à se faire confiance et de laisser le temps faire son œuvre. C'était quelque chose de très compliqué parce que forcément j'avais l'impression d'être en décalage. T'imagines qu'il y a plein de questions qui chamboulent dans ma tête et puis j'ai mes difficultés, tu vois. Je te dis, tu as le regard des autres qui te pèsent sur toi, tu as les problèmes d'accessibilité et je sais pas, tu vas en soirée étudiante, bah, tu sais qu'il y a du monde, donc tu as ce truc un peu oppressant qui est sur toi. Je fais 1,30 m maintenant, donc les gens ils te parlent à hauteur. Il faut que je couvre le bruit parce que c'est pareil, c'est des choses qu'on n'a pas forcément le temps d'évoquer sur des formats qui sont trop courts, mais j'ai pas l'usage des abdos et c'est vrai que pour avoir la voix qui porte comme je suis en train de le faire là, moi je parle beaucoup avec le souffle et bah, t'imagines que quand il y a du bruit, il faut couvrir ce souffle-là. En plus les gens sont 50 cm ou 40 cm ou 30 cm évidemment, ça dépend de la taille des gens, mais au-dessus de toi et en fait il faut qu'ils puissent t'entendre, toi il faut que tu puisses les entendre aussi et des fois il y a une espèce de décalage qui se crée aussi en termes bah, tu vois, de moments passés avec les personnes. Tu as ça, et puis bah, si tu vas dans un bar qui n'est pas accessible, tu n'as pas forcément envie de batailler, tu n'as pas envie de batailler parce que ton fauteuil il prend de la place, tu es obligé de t'excuser, limite d'être là et tout. Et j'avoue qu'à ce moment-là, moi je vivais peut-être moins les choses comme eux parce que j'ai pas tant fait de soirées étudiantes avec eux. J'ai une forme de solitude et de caractère solitaire qui a été exacerbée parce que c'était déjà un petit peu le cas avant, mais qui est exacerbée aussi par ce côté un petit peu bah ouais, qui t'isole un peu des autres. Donc c'est pas évident aussi des fois de sortir de sa zone de confort et d'aller au-devant des choses. Oui, c'est des questionnements qui se posent très vite sur ta capacité à séduire. Avant, c'est vrai que bah, forcément, j'avais un physique athlétique, donc je m'étais construit une identité par rapport à ça et peut-être que je me reposais davantage dessus. Et en fait, je me rends compte aussi au fil des années que c'est pas tant le physique qui compte, c'est plus tes accomplissements, ta volonté d'aller de l'avant, la confiance en toi. Et ça, bah, c'est pareil, c'est des choses que j'ai acquis ouais, au fur et à mesure. Et après, personnellement, je n'estime pas avoir de difficultés, mais parce que je me suis rendu compte que l'essentiel, il n'est pas tant dans le physique, il est peut-être ailleurs. Et puis ça fait le tri aussi, hein. S'il y en a pour qui le physique, enfin voilà, c'est ok. Des fois, ça peut être frustrant parce que tu as une personne qui te plaît et tu te dis que c'est peut-être ton physique qui fait barrière. Après, je pense pas. Je pense que c'est une question. C'est marrant dit comme ça me fait penser à Kylian Mbappé, mais c'est une question d'âge aussi. Je pense j'arrive à un âge où j'ai 30 ans et que bah, on se rend compte que voilà, avec le chemin de vie, le fait de mûrir aussi, c'est pas forcément le plus important. Et, et c'est aussi un moyen de rassurer de la même manière que, évidemment, là je te parle de ça 8 ans après, mais au début c'est vrai que bah, tu te dis est-ce que je vais être en capacité de séduire, est-ce que je vais être en capacité de recevoir du plaisir aussi dans l'intimité, d'en donner. Bon, a priori, ça va. Les réseaux sociaux, avec la notoriété qui grandit, bah forcément, c'est devenu aussi un moyen d'en faire mon métier. Et après, l'idée, c'était de trouver aussi le bon ton, juste et l'équilibre pour à la fois partager, comme je suis en train de le faire là, sensibiliser le grand public à ce que c'est que de vivre avec un handicap. Et c'est aussi rassurer et être peut-être source d'espoir, ou en tout cas donner des pistes de réflexion à des gens qui vivent la même chose, qui sont en centre de rééducation. On est tous soumis au fracas dans nos vies. Je parle souvent d'impermanence de la vie. On va tous
Enfin, l'ensemble d'entre nous, on va forcément vivre des choses difficiles, que ce soit la perte d'un proche, une rupture amoureuse, un burn-out au travail, des accidents comme le mien. Et l'idée de ce bouquin et de ce message, c'est aussi voilà, de faire écho peut-être. Moi, je suis pas là pour donner une leçon, avoir un ton moralisateur ou avoir une vision un peu dogmatique de c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et d'ailleurs, à la question, les conseils que je pourrais donner, ben, j'en ai pas à donner parce que ce qui s'applique pour moi, s'applique pas pour les autres. Mais pour autant, je me dis que voilà, le fait de donner des outils de réflexion, ça peut aider chacun à cheminer. Et c'est important aussi, c'était un peu le propos du livre, c'est d'être fédérateur. Je me rends compte que quand je suis en fauteuil, je capte l'attention. Bah, tu vois, j'ai retourné la chose à mon avantage où bah, c'est soit ce regard, il allait me peser et il allait me mettre de la pression, soit je le retourne à mon avantage et j'essaie d'en faire quelque chose de plus grand que moi. L'année dernière, donc, pendant les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, j'ai eu la chance, effectivement, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Paras, de témoigner voilà, de ce que je dis un petit peu là. Et à la cérémonie d'ouverture, donc bon, c'est quand même assez stylé, parce que bah, c'est quelque chose qui a été regardé par 1 milliard de téléspectateurs dans le monde. Et après, on va pas se mentir, de manière très personnelle, c'est hyper gratifiant. Tu te dis, enfin tu sais, genre des fois tu fais un peu la rétrospective de, tu es sur ton lit de réanimation et 7 ans après, tu es en train de témoigner devant le monde entier. Tu te dis, enfin la revanche, elle est énorme quoi. Est-ce que je pense qu'il y a une mauvaise accessibilité? Je pense, c'est pas je pense, c'est il y a encore trop de choses sur lesquelles on doit avancer et des fois c'est des petits détails. Tu as un commerce, même si c'est pas un grand commerce, déjà d'être attentif à l'autre, je trouve ça déjà un premier pas, sans mauvais jeu de mots. Et tu vois, tu peux avoir une rampe que tu peux commander sur Internet qui vaut pas forcément très cher. J'étais voir le Stade Français UBB parce que je voulais soutenir l'UBB. Bon, ils se sont pris une branlée, mais c'est pas grave. Et tu vois, genre par exemple, tu vas dans les toilettes pour hommes, tu as les toilettes handicapées, il y a pas de poubelle, que ce soit dans les toilettes, tu vois, vraiment dans les WC handicapés et même, tu vois, là où il y a les lavabos, etc. Bah, t'imagines que tu es une femme et que tu as des protections hygiéniques, je vois mal la personne sortir avec enfin la femme sortir avec sa protection hygiénique, donc elles ont des poubelles, elles, dans leurs toilettes, et nous, en l'occurrence, bah là, on n'en a pas, c'est-à-dire qu'il faut que je sorte avec ma sonde. Alors personnellement, moi, j'aime bien me mettre en confrontation, donc ça ne va pas forcément me déranger, parce que justement, je me dis que ça va les interpeller de me voir sortir avec, mais tu vois, c'est des trucs tout bêtes où tu mets juste une poubelle, et des fois, tu as l'impression de répéter tout le temps le même... enfin, donner plein d'exemples, donner plein de conseils, etc. Et dans la mise en application, ben, on est encore loin. Et là, je te donne des petits exemples tout bêtes qui peuvent à mon sens, trouver des solutions assez facilement. Et dans des solutions plus complexes, notamment en termes d'accessibilité. Et par exemple, à Paris, pour le métro, tu as 3% des lignes qui sont accessibles. Donc, ben, c'est trop peu. Et tu vois, à la cérémonie on parlait de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, avec Andrew Parsons, donc c'est le président du CIP, Comité international paralympique. Et tu vois, il dit une phrase, je l'ai mis dans le livre, il met une phrase du genre on veut faire de Paris une fête et de rendre cette ville accessible pour tous les handicapés de France, etc. Enfin, je ne sais plus comment il avait sorti ça. Donc il l'a inscrit dans le marbre, il l'a dit, on est 1 an après, et 1 an après, on en est où des discussions. Et tu vois, bah, j'ai le sentiment que ça avance pas. Et à la fois c'est systémique, il faut rester pédagogique, assurer de la récurrence dans les propos pour que ça s'ancre dans les consciences. Et à la fois, il y a un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités, se mettre autour d'une table et qu'on avance sur le sujet. J'ai le sentiment que c'est très long, trop peu. Et effectivement, après, il existe des solutions comme ma petite trottinette électrique, mais qui me permet d'être mobile à Paris. Mais quand il fait -15 et qu'il flotte, bah, c'est pas l'idéal non plus. Quand tu prends le bus, c'est 3-4 fois plus de temps. Donc quand tu as des rendez-vous, tu dois être à l'heure à tel rendez-vous. Bah, des fois, tu es obligé de prévoir des choses à l'avance, sachant que c'est pareil. Je le rappelle, je suis tétraplégique. Là, je suis à Paris, j'ai pas d'aide.
bah, il faut que je m'habille, je mets 1 h 30 à me préparer, il faut que je prenne ma trottinette où je dois traverser tout Paris pour… bah, tu vois, c'est du temps qu'il faut, qu'il faut avoir en tête dans la gestion, en tout cas du temps pour gérer sa journée. Après, il y a le taxi, et le taxi, bah, c'est pareil. La plupart des handicapés, ils vivent pas avec des moyens mirobolants. Prendre le taxi, tu fais 2-3 courses dans la journée, ça va te coûter 50 balles. Tu fais x3, ça te fait 150 euros sur un jour. Tu restes une semaine, tu fais le calcul, quoi. Et tu vois, l'Observatoire des inégalités, ils estiment qu'on est la population la plus pauvre en France pour les handicapés. Et pareil, le défenseur des droits, je crois que c'est la 8e année, peut-être 9, voilà, parce qu'on est très bon a priori pour ça, mais on est la population la plus discriminée en France derrière le racisme, derrière l'homophobie, etc. Donc ça prouve qu'il y a encore beaucoup de boulot, ouais. Comment j'envisage l'avenir? C'est une bonne question. Tu sais, je prends les choses un peu étape par étape. Là, il y a la sortie du livre. Je vais voir où ça me porte. Ça va certainement m'ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités. Et puis voilà, après, moi, tu sais, depuis que j'ai eu cet accident, l'idée, c'est à la fois de faire des choses qui peuvent peut-être changer le monde. Alors évidemment, c'est pas moi, Martin Petit, qui vais le changer. En tout cas, je m'ancre dans cette démarche, encore une fois sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, j'ai envie d'être garant de ça. En tout cas, j'adopte l'attitude pour en être garant. Et après, j'ai aussi envie de m'amuser. Donc tout ce que je fais là, à la fois j'ai le sentiment de faire quelque chose de sérieux et à la fois je vis des expériences de vie qui sont assez uniques et je rencontre plein de gens et c'est très stimulant. Donc voilà, je suis assez bien placé pour savoir que la vie réserve des choses qu'on n'a pas toujours conscience, des fois pas cool et des fois beaucoup plus cool. Et je pense que le pas cool est passé. En tout cas, j'espère que la vie m'en préservera au max. Mais c'est vrai que maintenant, ça va et voilà, il faut adopter un équilibre entre faire des choses qui ont du sens pour la société et puis pas s'oublier, profiter et vivre intensément. L'arme la plus puissante, c'est le temps, parce que je pense que le temps fait son œuvre, que quand on vit quelque chose de difficile, voilà, il faut faire confiance au temps, il faut pas s'isoler, il faut aller à la rencontre de l'autre, il faut des fois un peu s'affranchir de ses peurs, sortir de sa zone de confort. Parce que tu vois, le titre du livre, c'est ça, c'est Va là où tu as peur, mais en fait, je me rends compte que c'est aussi une invitation, finalement, ce titre, pour la simple et bonne raison que on a souvent une méconnaissance du handicap, on a souvent peur du handicap, où ça existe soit par le prisme des Jeux paralympiques, des mecs qui gagnent des médailles d'or, soit d'un truc très misérabiliste. Et en fait, il y a un entre-deux où tu as des gens comme moi, comme tout le monde, qui ont une vie comme tout le monde, si ce n'est que ils roulent plutôt que de marcher. Et en fait, ouais, c'est une invitation, parce que de la même manière que moi, j'ai été affronter mes peurs pour pouvoir délivrer un message, aujourd'hui, je fais un pas vers vous et j'espère qu'il y a des gens qui feront un pas vers nous. Qu'est-ce que je dirais au Martin de 2017? Je dirais que fais-toi confiance, reste authentique, reste fidèle à toi-même et puis voilà, la vie te réservera de belles choses, tu ne le sais pas encore. Et une phrase que je me dis souvent, c'est que je ne savais pas que j'allais réaliser autant de choses, mais je savais que j'allais mettre toutes les dispositions qui me sont conférées pour essayer de les réaliser. Ouais.